le sort du roman nous indiffère. Si ce que l'on désigne par le mot roman est cette version écrite de la fiction interchangeable de grande consommation qui ne se donne comme ambition que de raconter des histoires à l'heure du storytelling, c'est-à-dire de l'omniprésence de la logique narrative dans tous les secteurs de la société publique, économique, politique. Si ce même roman se distingue avant tout par une immuable fidélité à la formule unique de la narration linéaire et consiste à organiser, dans un langage le plus transparent possible, selon le principe d'une chronologie plus ou moins continue, le récit des péripéties d'un personnage sur fond de réalité localisée, il n'a que peu de rapport, il n'en a peut-être même presque plus aucun, avec la littérature que nous désirons lire, entendre, défendre, écrire, que nous désirons faire, ces 4 termes recouvrant les différentes modalités d'un même mouvement. L'écrivain contemporain de langue française se trouve sommé de prendre parti dans un éventail restreint d'oppositions le plus souvent binaires, préconçues à son usage, qui sont les seules clés de lecture et antagonismes polémiques qui fondent et qu'accepte le débat ambiant et auquel il lui est intimé de se conformer afin de définir son positionnement. Le dispositif préexiste, à lui de s'y situer. Cela veut dire plusieurs choses. D'abord, que quiconque voudra passer par des termes inédits dans un tel dispositif, voire voudra inventer les termes d'une réflexivité singulière sur la littérature, s'expose à ne pas être vu ni entendu, à ne pas même être écouté. Ensuite, que le dispositif est déconnecté des pratiques vivantes et actuelles, qu'il est en grande part un système autonomisé, qui tourne selon son propre régime, seulement pour eux de loin en loin un nouveau mot d'ordre ou à de nouvelles tendances. Enfin, et c'est bien le plus gênant à nos yeux, que cet environnement critique ou qui se donne comme tel, en intimant aux auteurs de s'y conformer et de se justifier par rapport à lui, tend à restreindre insidieusement le champ des possibles et des formes littéraires. Au lieu que ce dispositif soit l'espace et le moyen d'un passage ou d'un relais de la littérature, il y est une force d'obstruction. Ce n'est pas l'état de la littérature actuelle, la qualité et la cohérence des œuvres qui sont en cause, ce sont leurs conditions de visibilité. Nous désirons un roman qui s'écrive dans l'indifférence au roman, et une pensée de la littérature qui puisse sortir celle-ci de ses débats prédisposés, de ses réflexes, gangs, codes et engoncements, qui puisse donner lieu à une réflexivité assumée, inventive, qui rompe avec le bruissement indifférencié, la réduction de la pensée critique à l'état de rumeur, avec le négoce d'opinion ou avec l'idolâtrie déçue qui semble prendre toute la place aujourd'hui en matière de réflexion sur la littérature. Nous désirons une littérature inculte, c'est-à-dire qui se refuse à toute forme de culte, de dévotion, qui ne se fasse pas une idée statique, contemplative et définitive de ce qu'est la culture, qui n'ait pas de révérence à faire, ni à des instances légitimantes, ni à l'air du temps, qui soit infidèle aux normes romanesques, qui soit inadéquate au terme du débat ambiant, insoluble dans le dispositif imposé, qui soit expérimentatrice et informée, en prise avec le réel et à la mesure du possible. Dans cette musique d'ambiance que composent les mots-clés du débat littéraire, n'importe quelle oreille un tant soit peu attentive aura pu discerner le retour d'un slogan obstiné, celui de la désacralisation. La littérature devrait encore, entendons-nous, être désacralisée. Une telle profession de foi inversée a de quoi surprendre quelque peu. Faut-il, tout de même, avoir été idolâtre? Faut-il même rester profondément pénétré de l'idée que la littérature est effectivement empreinte de religiosité, pourvue d'une valeur sacrée irréductible, pour prétendre aujourd'hui, après plus d'un siècle et demi d'avant-garde, de subversions acharnées et de sécularisation tous azimuts, que celle-ci puisse encore avoir besoin d'être désacralisée? Ou bien faut-il ignorer ce bel effort des générations turbulentes qui nous précédèrent? Faut-il en tout cas ployer soi-même sous le jugement de grands ancêtres vénérés et honnis pour tenir à un tel leitmotiv? Mais cette obstination a sans doute au moins le mérite de pointer, de manière impressionniste, un malaise patent. La littérature souffrirait d'un défaut d'usage. Qu'est-ce que le sacré? C'est, nous dit impeccablement Giorgio Agamben dans son livre Profanation, ce qui a été soustrait à l'usage commun des hommes et a été transféré dans une sphère séparée. La question doit donc être reformulée. Qu'est-ce qui fait, pour notre temps, l'impossibilité de l'usage de la littérature? Quelles sont les formes contemporaines de la séparation? Ce n'est pas à la prétendue religiosité de la littérature qu'il faut s'en prendre, mais bien à ce qui tend à séparer cette dernière de l'usage commun, à la loi du marché, d'une part, c'est-à-dire non pas la propagation du livre dans un circuit économique, mais bien sa fétichisation en tant que marchandise, et marchandise intellectuelle qui plus est, à l'âge du capitalisme cognitif. Au spectacle, d'autre part, bien sûr, ou à ce qu'ailleurs on a pu appeler ainsi, et dont on a vu que son versant médiatique fonctionnait comme une subtilisation du discours de et sur la littérature. Enfin, et surtout, à ce qu'Agamben lui-même appelle la muséification.
Le musée est le lieu par excellence de l'impossibilité de l'usage. Nous vivons dans un monde très largement muséifié, un monde qui nie volontiers son propre processus historique, où l'espace public est dérobé à l'usage et rendu au privilège des polices, où la culture est exposée, vitrifiée. La muséification de la culture est ce qui dérobe la culture à l'usage commun, ce qui la maintient dans une sphère séparée. Or, le mouvement qui efface la séparation et restitue une chose à l'usage commun a effectivement pour nom la profanation. Profaner signifie libérer la possibilité d'une forme particulière de négligence qui ignore la séparation, ou plutôt qui en fait un usage particulier. Il ne s'agit donc pas de désacraliser, de faire descendre la littérature d'un piédestal dont l'on se demande bien quelle curieuse dévotion postmoderne aurait pu l'ériger, mais de profaner, ce qui est un processus actif et affirmatif. Nous désirons une littérature profane, c'est-à-dire aussi bien profanée, une littérature rendue à l'usage commun, que profanatrice, car ce n'est pas tant la littérature même qu'il s'agit de profaner, que de faire de la littérature une instance de profanation, le lieu d'une expérience de l'usage, du langage et du monde. Un culte, donc, est la littérature qui profane, contourne, retourne à son propre usage la fétichisation marchande, la subtilisation médiatique, la muséification de la culture et du monde. Nous assumons une certaine négligence qui brouille et enjambe les partages admis, et dont le corollaire tient en une autre acception ordinaire du mot profane. Le profane, en quelque matière que ce soit, c'est aussi celui qui n'est pas autorisé d'avance, qui ne se prévaut d'aucune légitimité. Nous désirons une littérature qui ne s'autorise que d'elle-même, de sa propre liberté, de sa propre souveraineté, qui ne se justifie d'aucune autorité, qui ruine, ce faisant, l'idée même d'autorité. Il nous arrive d'entendre des choses bien étonnantes, et notamment de la part de divers prescripteurs, des sentences qui assignent à la littérature un domaine de sens précis, une tâche circonscrite, un champ de langage donné. Peut-être ces clercs du sens les envions nous-mêmes quelque peu, car pour notre part nous n'avons aucune idée de ce que la littérature doit être. Il nous arrive même de penser que la littérature est précisément ce qu'elle ne doit pas être, qu'elle est toujours autre chose. En d'autres termes, qu'elle est ce qui échappe à toute assignation prescriptive, qui transforme toute définition acquise d'elle-même. Quel est ce devenir impossible, cette altération infinie? Altéré parce que loin de se présenter comme un corps incorruptible et pur, clos sur lui-même et sûr de sa signification, la littérature inculte se fait au contraire résolument perméable à tout ce qui lui est occasion de se corrompre, de se mettre à l'épreuve, à tout ce qui, n'étant pas elle, lui figure un espace où se reformuler, où opérer des connexions inédites. Parce qu'elle est ainsi non pas seulement travaillée par ce qui est hors d'elle, mais bien parce qu'elle est toujours déjà hors d'elle-même, s'excédant sans cesse, la littérature inculte n'est jamais l'expression d'un sens qui lui préexisterait, que ce soit d'un message ou d'un propos sur le monde. En cela, elle est à la fois affirmative et soustractive. L'écriture, sa matérialité, sont ouverts à tout ce qui arrive, tout ce qui advient, à l'accidentel chaotique et sensible de l'advenu. Elles travaillent le sens à même son jaillissement, elles agencent ses oscillations, renversent les perspectives, désordonnent la signifiance, la recomposent autrement, la déplacent. Elle soustrait le texte au moment où s'érigerait un sens barricadé, identique à lui-même, au moment où s'opérerait la clôture du signe. Ce sens perpétuellement ouvert en ce qu'il est produit sensuellement, comme l'écrivait Barthes, est ajustement incessant, correction, précision et disjonction, production et chance. Processus d'altération, de déplacement du sens, la littérature est aussi dès lors altérative. Expérience en acte d'une transformation de la pensée, du langage, du corps. Le langage est un virus venu de l'espace, disait William Burroughs, qui s'y connaissait en parasitage de tout type. La littérature est inoculée au monde pour y intervenir en tant qu'agent actif de modification. Nous désirons une littérature qui se tienne ainsi à l'écart de toute espèce de consensus, politique, esthétique, s'affirmant elle-même comme dissensus, une littérature nécessaire et superflue, excessive, multiple. Car le réel aussi est multiple, et la littérature se doit de se mesurer à la multiplicité du réel. On le sait, c'est toujours au nom du réel que les évolutions en littérature ont lieu, au nom d'une tentative d'appréhension plus fidèle du réel que les formes nouvelles s'inventent. Nos contemporains immédiats n'échappent pas à cette permanente dispute du réel. C'est le plus souvent en son nom que les anathèmes sont lancés et que les certitudes prescriptives sont dressées. Mais encore faudrait-il avoir du mot réel une conceptualisation autrement plus complexe et subtile que l'usage incantatoire et naïf qu'en font la plupart de ces chantres actuels, lesquels se comportent comme s'il y avait une réalité simple et identifiable qu'il suffirait de montrer, et qu'à cela se limitait la tâche de la littérature.
comme s'il y avait donc un réel pur, immaculé, original et authentique, en deçà des représentations et des médiations, en deçà de ces modes d'appréhension et du sujet qui s'y met en jeu. Le monde, comme si je n'étais pas là pour le dire, ironisait déjà Claude Simon, citant Baudelaire, en 1986, dans ce texte limpide et radical qu'est son discours de Stockholm. Comme si la littérature était essentiellement distincte, fondamentalement séparée du réel, et n'avait qu'à promener son trop fameux miroir pour le restituer et lui être fidèle, comme si, enfin, la langue était transparente et n'était pas elle-même part du réel. Cette curieuse mystique de la langue comme transparence a un corollaire direct, le réel comme croyance. On croit être au plus près du réel, on est au catéchisme. Nous désirons une littérature plurielle, multiple, qui ne se distingue pas du réel, mais qui engage une expérience du réel dans toute sa complexité. La littérature n'est pas un reflet du monde, elle fait intégralement partie du monde. La littérature fabrique du réel, elle l'agence, elle le rend lisible et le suscite. En tant que pensée sensible, elle participe, pleinement, de ce qui le compose.